Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une leçon avec Célie sur l'hypothermie. Effectivement, c'est la saison, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il fait chaud, donc on va parler du froid, c'est tout à fait logique. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien. On est parti pour se les geler pendant quelques minutes. Mon topo sera basé sur un article du New England très bien fait, avec une belle baignoire. Retenez cette image, ce sera important, vous verrez pourquoi. Alors le contexte, dans quelle mesure on peut être amené à rencontrer un patient hypotherme. Donc tout d'abord, il faut savoir que l'objectif corporel de la température, c'est 37 degrés Celsius. Ça, normalement, vous le savez, il n'y a aucun souci. Par contre, il peut y avoir deux grands cadres étiologiques de l'hypothermie, à savoir une hypothermie primaire, donc c'est celle dont on va parler, c'est-à-dire dans des conditions requises, avec le froid, sous la neige, noyé, avec une immersion, etc. Tout ça, c'est l'hypothermie primaire. La secondaire, il y a une pathologie sous-jacente, donc il peut y avoir une atteinte neurologique, quelle qu'elle soit. Ça peut être AVC, une anorexie, un traumatisme neurologique, cérébral, hypothalamique, une néoplasie sous-jacente, Parkinson, bref. Vous avez le choix, vous mettez un truc neurologique et ça peut donner une hypothermie. Ça peut favoriser en tout cas. Par la suite, il y a donc des pathologies endocriniennes avec acidocétose, qu'elle soit alcoolique ou diabétique, une acidose lactique, un hypocorticisme ou hypopituitarisme. Il y a plusieurs choses, hein. Et par défaut énergétique, que ce soit l'hypoglycémie ou en cas de dénutrition. Et dans les autres étiologies, il y a tout de même les brûlures à ne pas méconnaître. Donc un patient brûlé est un patient qui va perdre, dissiper sa chaleur. Important à connaître. Les infections à bacilles gram-négatifs en général ont tendance à donner des hypothermies contrairement aux hyperthermies, dans le sepsis entre guillemets plus conventionnel. Donc il faut savoir évoquer une infection à BGN en cas d'hypothermie. En cas de choc, c'est tout à fait possible. Et pour les toxiques, alors pour les retenir, les principaux, je vous propose le moyen mnémotechnique Meudejla les cacahuètes, parce que nous aimons la poésie, et la poésie c'est beau. Donc pour morphine, le ME, dépresseur, les antidépresseurs, tricyclique, barbiturique, lithium, pour le DE, Gela pour la glycémie, le A c'est pour l'alcool, et les cacahuètes, c'est pour la colchicine. Et oui, la colchicine donne plutôt des hypothermies. Donc voilà pour les toxiques. Comment faire la mesure? Dans le cadre de l'urgence, il peut y avoir plusieurs modalités, soit un thermomètre plus conventionnel, donc le fameux thermomètre qu'utilisent les parents. En général, celui-là donne des mesures qui peuvent être faussées, tout comme les mesures infrarouges. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a énormément de variations, que l'idée n'est pas tant d'avoir la, la mesure parfaite et exacte. L'idée, c'est tout de même d'avoir une mesure pour avoir un ordre d'idée et de grader la température et de grader plutôt le retentissement afin d'orienter le patient au bon endroit. Il y a différentes mesures possibles, la température intravésicale. Ce qui peut être intéressant, c'est même une référence, sauf quelques cas d'erreur en cas de réchauffement péritonéal. Faut-il encore qu'il y ait un réchauffement péritonéal? Voilà, rien de plus à vous dire sur les mesures. Sur le plan physiopathologique, pour la faire courte, imaginez l'organe dans le congélateur et vous obtiendrez l'effet du froid sur l'organe en question. Donc au niveau neurologique, il y a une altération neurologique avec une altération de la conscience. Sur le plan cardiovasculaire, là c'est très important à connaître. Donc les troubles du rythme ventriculaire, avec un ralentissement de la fréquence cardiaque, donc une bradycardie, et l'apparition dans les suites d'une onde J d'Osborne.
sachant que cette fameuse onde n'est absolument pas pronostique, et elle peut être aussi rencontrée dans les intox psychotropes. Donc, et effectivement, elle apparaît, effectivement, c'est intéressant, mais ça veut pas dire grand-chose par rapport à la gravité. À partir de 28 degrés, juste pour que vous le sachiez, il y a quand même une diminution de 50% de la consommation d'oxygène, hein, et de la fréquence cardiaque divisée par 2 aussi. Autre chose intéressante et à connaître impérativement, il y a une polyurie suite à l'hypothermie, majoritairement par l'absence d'ADH, donc il n'y a pas de rétention d'urine. Et en fait, le risque au moment du réchauffement, ça va être de créer une vasodilatation qui va accentuer la polyurie, donc majorer l'hypovolémie. Et là, ça risque de devenir catastrophique sur le plan cardiovasculaire. Il y a aussi une atteinte de la coagulopathie et de tous les organes en général. Donc, il faut surtout retenir les atteintes rythmiques, donc troubles du rythme ventriculaire, à très haut risque, avec une hyperexstabilité cardiaque. Donc là, au moindre mouvement, le cœur risque de faire une tachycardie ou fibrillation ventriculaire, ou même un désamorçage. Et sur le plan urinaire, la polyurie qui va majorer l'hypovolémie et donc majorer encore les troubles du rythme. Cliniquement, qu'est-ce qu'on a? Il est décrit dans la littérature 4 stades. À plus de 32 degrés, en général, il n'y a pas d'atteinte de la conscience. Les frictions sont encore possibles, sachant que les frictions permettent le réchauffement du corps. Quel est le traitement à mettre en place? Donc succinctement, favoriser un environnement chaud, possibilité de donner une boisson chaude et de bouger. Par contre, à partir de 30 degrés, dans ces cas-là, le choc électrique externe devient inefficace. Donc ça, c'est très important à connaître. Et que toute altération de l'état neurologique, une altération de l'état neurologique doit faire positionner le patient à l'horizontale. Donc décubitus dorsal, il ne bouge plus. Et en général, on obtient ça à partir de 31-30 degrés. Donc le seuil de 32 degrés, en dessous de 32 degrés, c'est important, on le laisse allonger. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme cette fameuse baignoire. Si on déplace les volumes sanguins, il risque d'y avoir un désamorçage de la pompe, ce qui peut s'avérer fatal avec arrêt cardiaque réfractaire. En dessous des 28 degrés, donc on arrive au stade 4, là il devient inconscient, pronostic vital engagé, l'intubation devient relativement fréquente. Alors, en général, l'indication d'une admission en réanimation se fait en dessous de 30 degrés, voire un petit peu au-dessus, hein, assez fréquemment. Et il y a une mort apparente à partir de 24, voire même un petit peu au-dessus, hein. À ce moment-là, ce sera ECMO et quelques amines, mais les amines deviennent de moins en moins efficaces. À noter, petite parenthèse physiopathe intéressante, les patients ont tendance à vouloir se déshabiller, même quand ils ont froid, donc c'est c'est un peu aberrant et paradoxal. La diapositive la plus importante, puisqu'en fait ça va être le rôle en préhospitalier. La première étape, on regarde si effectivement il paraît froid au toucher, donc on sent relativement rapidement, hein, s'il est très froid ou la température est inférieure à 35. À ce moment-là, on passe dans le diagnostic d'hypothermie. Et ce qui est un signe de vie, donc ça c'est pareil, on le remarque assez rapidement, et on se focalise sur l'altération neurologique. Sur le plan neurologique, est-ce qu'il y a quelque chose? S'il n'y a absolument rien, qu'il est un petit peu froid, soit il est bien encadré et on peut le réchauffer, on peut discuter un laisser sur place, ou on l'adresse à l'hôpital. Mais altération neuro, c'est décubitus dorsal, on évite de le bouger. Donc c'est pour ça que le cerveau est symbolisé sur le côté. S'il y a une altération de la conscience avec une atteinte cardiovasculaire, cardio-circulatoire, à savoir une tension, d'où l'intérêt de prendre la tension assez rapidement, ou des troubles du rythme, ou une température vraiment très abaissée, il faut adresser le patient dans un centre qui pratique la mise en place d'ECMO. Donc concrètement, quand on est amené à intervenir, ce sera plus fréquemment dans ce cadre-là. Il peut y avoir effectivement un patient découvert en mort apparente,
Donc ça, c'est absence de signe de vie en bas. Si la mort est certaine, décapité, bon, le tronc en deux, etc. Obvious, hein, il est décédé, quoi. Et si le sauvetage devient trop périlleux pour l'équipage, malheureusement, c'est décrété décédé. Et enfin, un critère important, mais très rare pour les sauveteurs, heureusement, en cas d'avalanche. En cas d'avalanche, il faut regarder la bouche. Parce que s'il n'y a pas de neige, s'il n'y a pas de neige dans la bouche, et qu'on est à plus de 35 minutes, on débute quand même la RCP. Par contre, s'il y a de la neige dans la bouche, euh, c'est décrété décédé. Et au-delà de 35 minutes, c'est quand même très 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 mauvais pronostic. C'est un des critères de décès à ce moment-là. Si par contre il n'y a pas ces critères-là, c'est-à-dire on n'est pas à 35 minutes ou un petit peu plus, mais voilà. Si la bouche n'est pas remplie de neige, et qu'on peut faire un sauvetage. Dans ces cas-là, on se lance à fond, on fait la RCP qui peut être prolongée très 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 longtemps et on l'adresse dans un centre qui pratique l'ECMO, sachant que les critères d'ECMO, c'est une température à plus de 32, parce que alors plus de 32, si effectivement il est hypotherme, à 28 on va se lancer quand même dedans, mais c'est mauvais signe tout de même. Donc le 32 entre parenthèses. Par contre, la kaliémie est majeure, donc c'est la kaliémie le critère le plus décisif. Effectivement, en dessous de 10 ou 12, on peut le proposer. Au-delà, ça sert à rien. Au-delà de 12, effectivement, le record est de 11,8 millimoles par litre. C'est un homme de 31 ans. Euh, il y avait quoi d'autre? Il y avait 9,5 par exemple pour un garçon de 13 ans, 7,9 pour un homme de 34 ans. Bon bref, voilà, c'est un critère à prendre en compte dans la mise en place de l'ECMO. Et juste parenthèse aussi sur les immersions, en cas d'immersion dans l'eau froide, en fait c'est un meilleur pronostic que l'eau chaude. Et le pronostic est meilleur aussi si l'individu peut respirer au moment, ou s'il est directement noyé. S'il ne peut pas respirer au moment de l'immersion, c'est un critère pronostic défavorable. Juste pour vous donner un ordre d'idée, hein, il y a un enfant qui survit sans trouble neurologique au bout de 66 minutes d'immersion chez un enfant de 2,5 ans, 2 ans et demi. Donc vous voyez, dans les études, c'était un cas qui était rapporté, donc c'est... Pour la prise en charge en préhospitalier, on se laisse quand même 60 secondes pour voir s'il n'y a pas de signe de vie, sinon on débute la RCP selon les critères évoqués juste avant. Réchauffement externe plutôt que réchauffement interne, même si on peut utiliser le sérum Phi en réchauffement interne, réchauffé donc à 38-42 degrés à peu près, mais il faudra de très très grosses quantités. L'intubation orotrachiale se fait avec les signes d'arythmie et la notion de baignoire, justement. Il y a deux principales complications à redouter, terribles. Le collapsus de sauvetage, en fait c'est simple, il est hypovolimique pour les choses, pour les conséquences physiopathologiques évoquées juste avant. Donc imaginez une baignoire très peu remplie, si on la bouge, eh bien, tête en haut, pied en bas, hop, il n'y a plus de jus, et donc là, désamorçage avec les troubles du rythme. Et enfin, l'autre complication à redouter, c'est l'effet after drop. Donc ça, c'est pas un nom de boisson alcoolisée, non. C'est une majoration en fait de l'hypothermie par circulation d'un volume périphérique déjà froid. Parce qu'une fois que il y a la vasoconstriction, les volumes périphériques froids sont en périphérie et ne sont donc pas circulants au niveau central. Il peut y avoir une diminution encore de la température et donc une aggravation des signes d'hypothermie au moment du réchauffement ou de la prise en charge d'ailleurs. Les prises en charge de RCP, donc on peut être amené à masser pendant très très longtemps, hein. Dans la littérature, ça va jusqu'à 390 minutes. 390 minutes de RCP au maximum.
Donc en prise en charge intra-hospitalière, rapidement, limiter les moyens invasifs, puisqu'en fait, plus on va venir titiller le cœur, plus il y a de risques de troubles du rythme. La survie avec ECMO sans séquelles neurologiques, voilà, moins de 2 tiers, et sans ECMO, un petit tiers, quoi. Les méthodes de réchauffement interne, il y en a plusieurs, mais dans ce cas-là, ça dépasse nos compétences d'urgentiste. Tout ce qui est dialyse péritonéale, l'hémodialyse, lavage thoracique, l'ECMO véno-veineuse ou artério-veineuse. Bref, en tout cas, il faut bien retenir qu'il y a le risque encore de défaillance multi-organes qui existe après réchauffement. En bref, que retenir? Le système de baignoire, donc on le mobilise droit s'il y a une altération neurologique, on prend la tension et on surveille les troubles du rythme cardiaque qui font toute la gravité en fait, de l'hypothermie et orienter le patient dans un centre qui pratique l'ECMO si besoin. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu sur l'hypothermie quand il fait chaud, c'est le moment d'en parler, hein. Peut-être que je parlerai d'hyperthermie en hiver. Si ça vous a plu, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, de lâcher un pouce bleu de si à nausée. Il ne me reste plus qu'à vous dire de vous réchauffer tranquillement et de prendre soin de vos patients.